Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la plainte de Y'en a marre contre l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO pour manquement noté dans l'organisation des législatives. Fadel Barro et compagnie convaincus que l'organisation sous-régionale va dire le droit. Autre plainte contre le Conseil constitutionnel envisagée par les avocats de Manko Tahaou Sénégal devant les juridictions communautaires. Elle n'a aucune chance d'aboutir. C'est du moins l'avis du professeur Moustapha Yaya Diallo. L'enseignant en droit public soutient que ces juridictions ne sont pas les supérieurs hiérarchiques du Conseil constitutionnel. Le Forum du justiciable exige la lumière sur la mort du détenu Samba Sow, retrouvé pendu à la prison de Kaolack. Son président veut que l'affaire soit élucidée et les responsabilités situées. Les préparatifs de la Tabaski et les personnes du troisième âge. Les difficultés sont réelles avec la modicité de la pension de retraite. Certains assurent prendre les devants pour ne pas être devant le fait accompli. Et puis, démarrage dans quelques heures de l'afro-basket féminin au Mali. Le Sénégal joue très tôt ce matin contre l'équipe nationale de la Guinée en match inaugural. Nous retrouverons dans la page des sports nos envois spéciaux sur place. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Plainte de Y'en a marre contre l'État du Sénégal pour manquement grave dans l'organisation des législatives. Tchad et compagnie pensent que la Cour de justice de la CEDEAO va dire le droit. Face à la presse ce matin, Y'en a marre a annoncé une vaste campagne de collecte de signatures des personnes qui n'ont pu accomplir leurs devoirs civiques. Compte rendu signé Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. C'est parce que des citoyens ont été privés de leur droit de vote, soit omis des listes, soit ne pouvant détenir leur carte d'identité, que Tchad et compagnie veulent avoir le maximum de signataires pour saisir la CEDEAO. C'est vrai que c'est Y'en a marre, Amnesty, Forum du justiciable qui ont eu cette initiative-là, mais c'est une plainte citoyenne. Donc ce sont les citoyens eux-mêmes, d'ailleurs il y a des fiches qui sont en train de circuler, qui vont signer les fiches-là, émerger. Maintenant c'est sur la base de ces documents, qu'une fois réunis, qu'on va essayer de motiver la plainte pour pouvoir saisir la Cour de justice de la CEDEAO. La réparation des préjudices par l'État nécessitera une indemnisation à hauteur d'au moins 1 million de francs CFA par victime. L'État doit dédommager ces milliers de Sénégalais-là qui ont été privés de leurs droits civils et politiques. Donc nous avons estimé qu'il y a un montant qui a été fixé. Nous demandons à ce que l'État puisse dédommager ces victimes-là à hauteur de 1 million de francs CFA. Et l'État va quand même prendre ses responsabilités pour les dédommager, mais l'argent là sera quand même décaissé dans les poches de l'État. La Cour de justice de la CEDEAO, c'est une cour qui est impartiale et c'est une cour aussi qui est indépendante. Donc aujourd'hui, j'ose croire que notre requête va aboutir et que la CEDEAO va condamner l'État du Sénégal. Ne voulant commenter les résultats du scrutin, nous avons tout de même recueilli leurs réactions sur la plainte pour forfaiture contre les juges constitutionnels que les avocats de Manko Tahaou Sénégal n'excluent pas de déposer. Donc là, je pense que l'État du Sénégal a eu à signer pas mal de conventions internationales. Nous avons signé tous les instruments internationaux. Donc si aujourd'hui, notre droit interne, en tout cas, si les avocats estiment que notre droit interne n'a pas dit le droit, donc je pense que c'est le droit le plus absolu quand même de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Le départ d'Abdoulaye Daouda Diallo pour son échec à la tête du ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'il exige également. Mame Biram Diouf, hier, les avocats de Manko Tahaou Sénégal menaçaient de traduire le Conseil constitutionnel devant les juridictions communautaires. Une requête qui n'a aucune chance d'aboutir aux yeux du professeur Mamadou Yaya Diallo, l'enseignant en droit public à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, soutient que ces juridictions ne sont pas les supérieurs hiérarchiques du Conseil constitutionnel. Il était l'invité du journal de 13h. Il est interrogé par Chérif Dia. Même dire qu'on va poursuivre le Conseil devant les juridictions communautaires, c'est mal dit. Pourquoi c'est mal dit? Parce que simplement, les juridictions communautaires ne sont pas les supérieurs hiérarchiques du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel tranche au nom du peuple sénégalais et rend des décisions de façon souveraine. Maintenant, on peut estimer que le Sénégal a manqué de ses obligations du fait de l'action du fait des services judiciaires. Et de ce point de vue-là, l'on peut engager une action de responsabilité devant les juridictions pour que le Sénégal soit jugé responsable. Mais faudrait-il
que l'on détermine la convention internationale qui prévoit des obligations dont le Sénégal est débiteur et qui sont, en l'espèce, par rapport à une situation déterminée, violées violées dans le cadre de l'exercice, disons, des fonctions judiciaires. Moi, je trouve qu'en fait que ce projet, à mon avis, c'est peine perdue. Mais la question se pose de savoir ici quels sont les arguments juridiques que pourra développer l'opposition devant les juridictions communautaires pour convaincre celle-ci du bien fondé de la requête déposée. La réponse de la Ligue démocratique à l'opposition sénégalaise qui parle de fraude massive lors des dernières législatives. Les galarbistes soutiennent que ses membres ne sont pas conséquents avec eux-mêmes tout en indexant Maître Abdoulaye Wade. Nous écoutons là-dessus son porte-parole Moussa Sarr, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. L'opposition est dans son rôle de dénoncer une fraude électorale. Mais vous remarquerez que l'opposition dénonce une fraude électorale là où elle a perdu. Mais là où elle a gagné, elle tire un bilan satisfaisant. Alors, de deux choses l'une. Soit le scrutin est normal partout, soit le scrutin est anormal partout. Mais le scrutin ne peut pas être normal là où on a gagné et être anormal là où on a perdu. Je pense que nos amis de l'opposition doivent quand même réfléchir sur leur discours. Abdoulaye Wade n'a pas été l'artisan le plus déterminant de la démocratie sénégalaise. Si aujourd'hui, après avoir bénéficié de la démocratie sénégalaise, il considère qu'il ne va plus participer à des élections organisées par le président de la République, je dis il a tout faux. Parce que dans tous les pays, c'est le président, c'est le régime qui organise des élections. Après la proclamation officielle des résultats des élections législatives, la Ligue démocratique tire son bilan. Elle déplore les nombreux dysfonctionnements notés dans l'organisation. Toutefois, elle salue la mobilisation des citoyens et appelle à la rationalisation du système électoral. Le secrétariat permanent de la LD faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Démarrage tardif du vote dans certains centres, omission d'électeurs sur le fichier, entre autres, la Ligue démocratique liste les couacs des législatives du 30 juillet 2017. Nous avons déploré ces dysfonctionnements relatifs évidemment au fait que certains Sénégalais n'ont pas eu leur carte d'électeur à temps. Par endroit, le vote a commencé de façon tardive. Et tout cela nous a amené quand même à déplorer ces dysfonctionnements. Après les dysfonctionnements, satisfaction sur le taux de participation. Plus de 53% des Sénégalais se sont rendus aux urnes. Cela n'est pas fréquent pour des élections législatives. Nous sommes également satisfaits de la victoire massive de Benno Bokk Yakaar. Parce que cette coalition a eu 49,48%. Nous étions dans cette coalition. Évidemment, nous sommes satisfaits de ces résultats. Nous avions eu pendant ces élections 8 investis. Au résultat, la Ligue démocratique se retrouve avec 2 députés. Pour nous, c'est peu. Aux députés de la 13e législature, un seul conseil. Pour nous, l'Assemblée nationale ne doit pas être un lieu d'invectives, d'insultes et d'injures. Les députés sont dépositaires de la souveraineté, de la volonté populaire. Ils doivent donner l'exemple. Je vous l'annonçais dans les titres, le forum du justiciable exige la lumière sur la mort du détenu Samba Sow retrouvé pendu le 3 août dernier à la prison de Kaolack. Son président Babacar Ba veut que l'affaire soit élucidée et les responsabilités situées. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Mame Biram Diouf. C'est un décès que nous avons appris avec beaucoup de tristesse. Et également, c'est l'occasion de rappeler que ces temps-ci, nous avons noté en tout cas des cas de décès dans les prisons. Donc ça devient vraiment récurrent. Maintenant, il est décédé. Nous ne savons pas en tout cas les causes, en fait la cause du décès. Donc naturellement, il faudrait qu'aujourd'hui qu'une enquête soit vraiment ouverte. S'il y a lieu de faire des autopsies, qu'on le fasse pour qu'au moins que la lumière soit faite sur ce décès. D'ailleurs, ça a été toujours notre plaidoyer. Il faut aujourd'hui qu'on essaie de voir les conditions de détention des détenus. Les détenus vivent dans des conditions qui sont extrêmement dures. Ils vivent dans des conditions, en tout cas, qui sont très graves. Donc, c'est en fait, à la limite, c'est des conditions qui sont inhumaines. Et puis des conditions qui ne sont pas dignes, en tout cas pour un être humain. Donc là, je pense qu'il faudrait que l'État du Sénégal puisse prendre ses responsabilités, construire de nouveaux prisons, mais également essayer d'améliorer les conditions de vie quand même des prisonniers. Parce qu'après tout, c'est des êtres humains, c'est des gens comme vous et moi. Donc ils ont simplement été privés de leur liberté d'aller et de venir.
Les ex-travailleurs de la Sotrac très remontés contre l'État du Sénégal. Ils réclament 750 millions de francs CFA au gouvernement. Ils envisagent une marche de protestation. Les détails avec Habib Faye et Younous Diatta. Le collectif des ex-travailleurs de la Sotrac en aura le bol d'attendre le paiement de leur passif estimé à 9 750 millions de francs CFA. Ils interpellent le chef de l'État. Toutes les finances qui étaient nécessaires pour l'acheminement de cette liquidation étaient dans les caisses de l'État. Et c'est l'État d'antan qui l'a utilisé autrement. C'est pourquoi, dans cette situation que nous sommes et qui est créée de plein gré par les États, nous réclamons aujourd'hui notre dû qui est présentement par rapport à la première avance que nous avons reçue de 9 750 millions. Et par rapport à cela, nous sommes prêts à nous organiser parce que le président de la République, M. Macky Sall, a dit en Conseil des ministres qu'il est prêt à payer les entreprises en difficulté. Et parmi ces entreprises, la Sotrac a été citée. Des directives ont été données, en clair, écrit dans les journaux, que la Sotrac va être payée et que les agents attendent leur dû jusqu'à présent. Nous n'avons vu aucune réaction des ministres concernés. Organisés en collectif, ils courent derrière ce montant depuis 1998, date de la fermeture de leur entreprise. Ils dénoncent la passivité des autorités étatiques pour le versement de leurs dûs. Le problème, c'est une question de volonté des agents de l'État, des ministres des Finances, des agents judiciaires et des instructions qui ont été reçues pour le règlement de ces problèmes. Le collectif interpelle l'exécutif à prendre en charge le processus de paiement de leurs droits. Nous appelons le président qui a les moyens, nous appelons le président qui a les fonds, nous appelons le président qui a les structures financières. Nous l'appelons à prendre entièrement en charge le paiement pour que des choses du genre n'arrivent plus. 19 ans pour lutte pour avoir gain de cause, les ex-travailleurs de la Sotrac ne comptent pas abandonner le combat et promettent de descendre sur le terrain. Ils interpellent les autres sections à unir leurs forces pour la satisfaction de leurs doléances. Par contre, les agents contractuels du ministère de la Pêche vont bientôt percevoir leur salaire. À l'annonce de Oumar Gueye, le ministre de l'économie maritime, présidait la cérémonie de remise de diplôme des élèves de l'école maritime. Oumar Gueye en a profité pour rassurer que pareille situation ne se reproduira plus. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Dissa Prera et Ablaye Diallo. Nous avons donc donné les instructions nécessaires pour que les choses se passent mieux. Il s'agit de contractuels, oui. D'après les informations que nous avons, ils sont payés vers le 14. Mais tout est en train d'être, en tout cas, revu pour que les choses se passent mieux, pour que ces contractuels soient payés comme tout travailleur à la fin du mois. Donc pour ça, c'est une préoccupation du ministère. Ce n'est pas seulement la Tabaski. La Tabaski, c'est un mois après, ça passe. Mais il faut que ce soit quelque chose de pérenne pour que les salaires tombent régulièrement, à l'instar de tout salarié qui est en droit de réclamer son paiement à la fin du mois. L'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique mettent en place un plan de formation mutualisé pour le lancement. Le budget s'élève à 25 milliards de francs CFA à l'horizon 2018. Les deux parties rassurent qu'il n'y aura pas de distinction entre secteur formel et informel. Le week-end d'études aura lieu du 18 au 19 août prochain. Rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mardia. C'est une stratégie. Accompagner les entreprises, renforcer leurs compétences, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique veut toucher le maximum de travailleurs. Nous aurons un plan de formation mutualisé pour les entreprises sénégalaises en vue de contribuer fortement, et je dis bien fortement, à la compétitivité de ces entreprises-là pour leur permettre de jouer le rôle dans l'économie nationale. Nous engageons cette convention avec l'ASPRH pour nous permettre de définir, de mettre en place un plan de formation mutualisé avec plusieurs entreprises, ce qui nous permet de gagner en temps, de gagner en ressources financières, mais aussi de gagner en efficacité. Une subvention à hauteur de 80%, 25 milliards de francs CFA, le coût à l'horizon 2018.
Le 3FPT veut former plus et mieux. Nous avons aussi la mission d'accompagner les centres de formation en vue de leur doter de ressources supplémentaires qui leur permettent d'enrôler le maximum de jeunes à qui on veut donner une qualification pour entrer dans le marché du travail. L'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines compte appuyer le projet, un partenariat gagnant-gagnant, toutes les entreprises ciblées. Qu'elles soient petites, composées de 2 ou 3 personnes, ou grandes, qu'elles soient dans le secteur formel ou dans le secteur informel, on sait que c'est très important, que beaucoup d'entreprises dans ce pays sont dans le secteur informel. Et comme par hasard, c'est dans ce secteur-là que les gens ont du mal à financer le renforcement des capacités de leurs salariés. Or, aujourd'hui, on sait que c'est l'avantage concurrentiel par excellence. Une entreprise fait la différence grâce à ses hommes et à la qualité de ses hommes. Pour l'heure, une cinquantaine d'entreprises ont exprimé le besoin pour le lancement de ces journées d'études prévues les 18 et 19 août prochains. Autre aspect de l'actualité, les spécialistes en vidéosurveillance s'organisent face à l'insécurité. L'association veut proposer de nouvelles stratégies pour la vidéosurveillance dans les maisons ainsi que dans d'autres établissements. Là-dessus, nous écoutons Amadou Anne. Il est le porte-parole de l'association. Il est interrogé par Mohamed Dian et Dissa Prera. On a une initiative par rapport à la vidéosurveillance, vu qu'aujourd'hui le monde est un peu menacé dans tous les domaines. Donc on a convié à tous les spécialistes qui s'exercent au niveau de la vidéosurveillance de les convier à un séminaire pour leur montrer maintenant avec la nouvelle technologie et l'avancement de chaque jour la création par rapport à la nouveauté qu'on a apportée pour qu'on puisse quand même sécuriser sur le parti numérique dans toutes les maisons qu'on essaie d'avoir la sécurité chez lui, en même temps, en étant même dans votre lieu de travail pour contrôler ce qui se passe chez toi aux côtés de la sécurité. Partout on dit que maintenant le danger est venu partout, donc on a essayé d'initier, d'aller vers la nouvelle technologie pour essayer d'avoir la sécurité, chacun chez soi, pour qu'il soit sûr que laisser ses enfants à une sécurité, pouvoir le contrôler dans son lieu de travail. Nous allons à Tambacounda où 6 quartiers de la commune sont choisis pour la réalisation d'un réseau d'assainissement des eaux usées, un projet de 7 milliards de francs CFA pour 52 km de réseau ainsi que d'autres ouvrages. Les détails avec notre correspondant sur place, Baye Moussa, plutôt Omar Gueye. Les de quartier et présidents de conseil de développement de quartier CDQ ont répondu massivement à l'audience publique pour montrer leur adhésion au programme d'assainissement de la ville de Tambacounda d'un coût global de 7 milliards CFA. Famara Diédiou, chef du projet de la zone Est Tambacounda-Matam. 52 km de réseau, 50 édicules scolaires, une station de pompage, une station d'épuration, une station de bout de vidage. Et accompagner aussi la mairie à réaliser une décharge publique. Globalement, l'étude n'a pas montré en fait un déplacement de population. Si aujourd'hui même il y a des maçons qualifiés, il y a des électriciens qualifiés, l'entreprise au lieu de déplacer un maçon de Dakar, il va prendre les maçons directement à partir de là. Lequel projet qui vise à terme la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux usées dans 6 quartiers de la ville est venu à son heure selon le maire de Tambacounda, Mamba Lolo. Des fosses septiques dans les rues et dans les maisons. Donc il y aura un système de canalisation qui va permettre vraiment de canaliser, d'évacuer vraiment les eaux usées. Donc c'est ça. Donc c'est un très bon programme qui va soulager les populations. Et quels sont les quartiers ciblés? Donc il y a à peu près 6 quartiers. Donc il y a Gouy, il y a Dépôt, il y a Sareguelen, il y a Medinokura, il y a aussi Kanlebetan. Dans la capitale orientale, des programmes comme Promoville ainsi que celui de l'assainissement sont attendus avec impatience par les populations. Nous parlons de littérature à présent. Ousmane Omar Kane, auteur de l'ouvrage Au-delà de Tombouctou, retrace le parcours et les fondements de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest. Un livre d'actualité qui examine les contextes de production et de dissémination du savoir islamique. Aïssatou Paye, Modou Diop pour plus de détails. Au-delà de Tombouctou, le nouvel ouvrage du professeur Ousmane Kane retrace, réimplante l'héritage intellectuel arabophone des pays ouest-africains, voulant démontrer ainsi la place qu'a toujours occupée l'écrit dans nos sociétés dites sociétés à tradition orale.
nous avons tout un héritage intellectuel qui est arabophone, n'est-ce pas, qui est ignoré. Et donc, en écrivant ce livre, ce que je voulais faire, c'est contribuer à notre histoire intellectuelle en explorant des parties négligées, des parties méconnues. Et donc, j'ai essayé de retracer l'histoire de cette érudition, n'est-ce pas, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Ce n'est qu'une partie de notre héritage intellectuel. Avant la colonisation, il existait des centres d'érudition islamique, n'est-ce pas, où la langue arabe était, n'est-ce pas, la langue utilisée pour écrire, pour enseigner, où aussi on a utilisé les langues africaines transcrites avec le caractère arabe. Et nous avons tout un héritage intellectuel qui est arabophone. Un thème d'actualité, dira Serigne Mansour Sy Djamil. La question qu'il pose, c'est la question de l'intervention des religieux dans la société au niveau du développement, au niveau du politique. Au-delà de Tombouctou, qu'il y ait une profusion de conférences à travers le pays pour combattre l'ensemble des préjugés qui veulent exclure les arabophones de la gestion de ce pays avec la prééminence des europhones. L'ouvrage déjà écrit dans la langue de Shakespeare, réécrite en langue française pour toucher une plus grande cible. Donc j'écris essentiellement pour les gens qui me lisent là-bas. Donc j'ai écrit ce livre d'abord en anglais, mais après l'avoir écrit en anglais et publié aux États-Unis, je me suis rendu compte quand même que pour qu'il bénéficie les gens qui vivent ici en Afrique, il faut d'abord le publier donc, dans une langue accessible qui est le français, mais aussi une édition accessible qui est moins chère. Parce que la première édition avait été publiée par Harvard University Press et coûte $40, donc ça fait quoi, 24 000 francs, alors que cette version-là est beaucoup moins chère, elle coûte 10 000 francs, elle est en français. Donc j'espère qu'elle sera accessible, car le but de la communication, c'est d'atteindre les gens, n'est-ce pas? Déjà auteur de nombreux ouvrages comme Intellectuel non europhone, il nous revient avec Au-delà de Tombouctou en retraçant la jeunesse de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest. La tabaski chez les personnes du troisième âge. Comment prépare-t-elle la fête, la pension de retraite? Peut-elle supporter l'achat d'un mouton? Élément de réponse dans ce sujet signé Abdoulaye Diallo et Cheikh Tidiane Dione. Peut-être que je suis Allah parce que je suis un ingénieur. Peut-être dépasser plus de 100 000 francs de pension par mois. Bon, amna ay dom yi may jappalé. Malgré la mensualisation des pensions de retraite, obtenir un mouton pour la tabaski reste un véritable chemin de croix pour certains retraités. Heureusement pour le doyen Wade qui a opté d'élever une bête qu'il compte sacrifier. Le mouton, la pension ne peut pas acheter. La pension au Sénégal actuellement, une pension ne peut pas se permettre en fait, d'acheter en fait, un mouton comme on le dit. Elle est très petite. Parce qu'en fait, bon, le président de la République a dit que, par exemple, ils vont essayer de réformer le système de pension pour se mettre au diapason en fait, des autres. Ils n'ont qu'à le faire pendant qu'il est temps. Aujourd'hui, nombreux sont des retraités qui toujours supportent les charges familiales. Le fort taux de chômage des jeunes complique la situation. Et puis sur l'international, Barcelone, frappé par un attentat terroriste, une camionnette a percuté la foule cet après-midi sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de la ville. Le bilan provisoire fait état de 13 morts et plus de 80 blessés. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout de suite, la page des sports. Démarrage de l'Afrobasket féminin, c'est demain vendredi à Bamako et justement nos envoyés spéciaux sont sur place. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors Pape Farah, Lyon entre en lice demain face à la Guinée. Alors la veille d'armes dans la tanière, est-ce qu'on peut dire que le moral est au beau fixe et que les Lions sont prêtes à défendre leur titre? Effectivement, Tidiane, on a vu des Lions déterminés qui se sont entraînés sur le terraplex du Palais des Sports, nommé Salamatou Maïga.
11 joueurs se sont entraînés. Seul Fatou Dieng ne s'est pas entraîné avec les joueurs, est à l'infirmerie pour vous dire que les Lions ont donc déroulé leur stratégie avec des contres, des passes et des dédoublements, se donner la balle pour un peu mettre beaucoup de pailles, des paniers primés et tout ça, des tirs primés. Mais pour vous dire que le coach Tafa Gueye, malgré l'Afro-Basket 2015, les Lions avaient battu largement l'équipe guinéenne par 102 à 44. Toutefois, le coach joue la carte de la prudence pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer. Donc, pour vous dire, demain à 8h30, on aura un match. Donc, peut-être le Sénégal va gagner ou pas, mais le Sénégal est attendu ici. Et rappelle aussi le coach Moussa Gueye, lors de l'édition 2015, le Sénégal avait perdu devant le Mali, donc en finale pour Tafa Gueye. Cela n'est pas aussi une pression pour lui, car il y a beaucoup de choses positives à tirer, mais les équipes favorites ici, comme Mali, l'équipe nigériane et l'Angola, ça sera très difficile pour le Sénégal de défendre son titre, mais les Lions sont déterminés pour donc aller jusqu'au bout. Voilà, merci Pape Farahning, nos Lions donc, qui entre en lice demain à 8h30 face à la Guinée. Nous suivrons tout cela pour vous avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Massayer Ndiaye et Pape Farahning. Le maire de Saint-Louis a reçu les championnes du Sénégal en basket, Mansour Faye, qui en a profité pour annoncer que le gouvernement va entamer dans les semaines à venir les travaux du complexe sportif et la reconstruction du stade Maître Babacar Seye d'un coût global estimé à 15 milliards de francs CFA. Selon l'édile de la vieille ville, les travaux vont démarrer dans les plus brefs délais. Mansour Faye, que vous avez entendu dans nos précédentes éditions. Voilà, c'était tout pour ce journal de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.